avant toute chose, avant de nous relancer dans la plaine culturelle, la plaine littéraire, bonne et heureuse année 2014, qu'elle soit riche en émotions cette année 2014, très bonne année et surtout très heureuse année. 2014 venu le temps de se replonger dans la littérature de l'ombre, de la remettre en lumière, c'est la philosophie que nous défendrons plus que jamais en 2014. Aujourd'hui et dans 15 jours, diptyque que nous intitulerons L'autre et moi, l'autre moi. L'autre et moi, dans ces nouvelles amorales, A c'est la préposition, nouvelle amorale, d'un certain Capou, un jeune auteur virtuose, vous allez voir, qui, avec des petits textes, met en situation à la manière de Jean de La Fontaine, l'avait fait avec ses animaux. Vous allez voir que ces nouvelles se terminent donc par une morale. Sont-elles amorales ou sont-elles amorales ? C'est la question que nous allons nous poser ce soir. Les intellectuels sont là et vous allez voir que nous en avons recruté de nombreux nouveaux. Ce soir, il est là pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il revient, c'est... Adalgons Renard. Adalgons Renard, bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous. Bonne année à vous Alors, et à tous les membres. Nouvelle année, nouveau philosophe convoqué, puisque vous étudiez maintenant Platon. Et vous allez en fait faire une nouvelle façon de vulgariser la philosophie. Vous servez la philosophie sur des plateaux repas, c'est ça ? Et vous avez écrit les plateaux Platon, c'est ça ? Les plateaux Platon, exactement. Voilà, c'est pour servir Platon dans les cantines de façon tout à fait vulgaire, mais de façon tout à fait positive, puisque ça permet aux élèves de réfléchir à des petites phrases de Platon déposées sur un plateau. C'est un très beau concept. Exactement. Voilà. Je vais l'appliquer ce soir. Voilà, très bien, monsieur. Il est là aussi, vous êtes heureux de le retrouver. Il s'agit de... La du Faré. Alain Dufaré, bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous. Bonne année également. Le à tous petit... les Pardon. spectateurs, auditeurs. Voilà. Le petit poussé au crime, c'est votre nouveau roman critique, je crois. C'est un concept un petit peu particulier. Non, c'est pas vraiment critique, c'est le petit poussé. En gros, vous connaissez le petit poussé. Voilà. Pas le petit poussé, il est poussé au crime. Voilà. Il est là également. Dilapidé. Yves Bergman, bonsoir. Bonsoir. Alors, revenant de fête, et toujours dans la thématique du champagne, vous avez écrit Remugle gazeux de la Saint-Sylvestre. Oui. C'est ça ? Oui. Bonne année à tout le collège intellectuel à qui je dédie cet ouvrage. Pascal Parpin, bonsoir. Bonsoir. Pascal Parpin, vous êtes toujours à la recherche de la bétonnière littéraire, toujours à la recherche du ciment, c'est ça ? Oui, le ciment qui fonde tout. Voilà, Qu'il a croisé à Paris il y a quelques temps. Oui. Alors, nouveaux invités ce soir, ils sont là, ce sont des jumeaux, et vous allez être heureux de les découvrir. Snoops et Snop. Bonsoir Snoop et Snop. Vas-y, commence, Snops, commence. On est là pour parler un petit peu de tout ça. Mais pas trop, parce que il est marrant, parce que... Voilà, Alors Snoop et Snop, vous avez fait, je crois, l'école René Desmaurice, c'est bien ça ? absolument, oui, voilà. Alors, vous êtes professeur à l'Université libre de La Rochelle pour des élèves handicapés, c'est ça ? Oui, tout à fait. Attends, Snop, on va pas parler en même temps, parce que les gens vont pas comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dernier invité ce soir, c'est un nouvel invité, je crois que vous allez l'apprécier. C'est un philosophe, un littéraire et philosophe. Je vous le présente. Sigismond Durand. Sigismond Durand, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Sigismond Durand, vous êtes philosophe, vos parents sont coiffeurs, c'est pour ça que vous avez été influencé, vous êtes spécialiste du capillaire littéraire. Exactement. Le capillaire littéraire qui n'est non pas des cheveux brassés sur un texte, mais autre chose qui dépasse immédiatement le texte et qui l'abstrait dans sa façon d'être et sa façon de ne pas être. Merci, monsieur. Alors, il y a du monde ce soir, il va falloir se canaliser. Du monde. Beaucoup de monde. Comme dirait notre ami Michel Marie Machin. Qui n'est pas là, il est en Suède. Il est en Suède. Il faut Voilà. se caler, mais on pense à lui. Alors, messieurs, je suis ravi de cette belle tablée que nous avons ce soir, ce beau panier d'intellectuels. Et nous allons commencer cette première émission
consacrée évidemment à l'autre et moi. C'est-à-dire que comme dans les Fables de La Fontaine, Capoue va mettre en scène, va confronter des êtres qui diffèrent naturellement, et donc il va y avoir une aliénation du moi par l'autre, si vous voulez, et c'est pour ça que les nouvelles vont tomber dans l'amoralité. C'est le thème du panier de crabe. Du en quelque panier sorte. de crabe. Oui, et d'ailleurs, c'est marrant parce que un panier de crabes, au sens propre du terme, c'est un panier dans lequel il y a des crabes, n'est-ce pas? Oui. Et c'est marrant ça, parce qu'on pourrait penser que c'est pas vrai, mais ça l'est. Oui, marrant. Il passe de crabe. Merci messieurs, très intéressant. Vous voyez, les intellectuels sont inspirés aujourd'hui. Alors, révélez le texte à vos yeux, messieurs. Révélez le texte. La première nouvelle que nous allons étudier s'intitule « La belle et la moche ». Alors, attendez messieurs, regardez-moi. Donc, 3 personnages. Je vais faire le narrateur, comme à chaque fois, j'aime bien ouvrir. La belle sera interprétée par Yves Bergman et la moche sera interprétée par Pascal Parpin. Voilà, on commence comme ça. C'est parti, mesdames et messieurs. Encre halogène 2014, la belle et la moche. La belle et la moche. Un jour, à Toulouse, se trouvaient 2 amies, 2 femmes. L'une était belle, l'autre était moche. La belle femme se moquait de la moche en lui disant « Je ne pourrai jamais sortir avec un garçon. Moi, je suis belle, donc intelligente, et je peux me regarder dans un miroir. » La moche ne répondait rien, et elle ignorait ce que disait la belle. Elle disait juste d'un ton moqueur « La beauté toute seule ne mène à rien, car il faut avoir un minimum d'intelligence dans la vie. » Un jour, la belle et la moche se promenaient dans la rue. À chaque fois que la belle passait près d'une vitre, elle se regardait, remettait ses cheveux en place, tandis que la moche regardait devant elle. Hélas, le tic de la belle devait lui porter malheur. Voici la vitre qui va jouer des tours à la belle, car elle va se regarder dans cette vitre, comme à son habitude. Chapitre 1. Le malheur. La belle se regardait dans les vitres des magasins pour voir si elle était toujours belle, et la moche regardait devant elle. La moche vit une crotte de chien et l'évita. Mais la belle ne l'avait pas vue, car elle s'admirait dans une vitrine, et elle marcha en plein dedans. La belle sentait la crotte de chien, la moche l'avait évitée. Les garçons qui avaient vu la scène et qui étaient à côté éclatèrent de rire. La belle se sentit humiliée, et la moche lui dit d'un ton moqueur « Tu vois, la beauté toute seule ne mène à rien. Si tu avais eu l'intelligence de regarder devant, cela ne serait pas arrivé. » Et la moche repartit, fière d'avoir montré à la belle que la beauté ne menait à rien et qu'elle devait s'arrêter de se regarder dans les vitres du magasin. Cette histoire est faite pour que vous compreniez que la beauté ne mène à rien sans l'intelligence. La beauté ne reflète pas l'intelligence. La beauté ne reflète pas l'intelligence. Fin de la première nouvelle que nous avons lue ce soir. Je crois que nos intellectuels sont transcendés parce que ce texte que nous avons lu, Monsieur Bergman, une réaction à chaud. Bien, nous avons 2 éléments qui divergent, qui diffèrent, qui sont différents, qui sont dissemblables. C'est la boche et la mêle. La boche, la mêle. La boche. La boche et la mêle. Non, la belle alors et la s'il vous boche. plaît, calmons-nous sur ça, s'il vous plaît, pas de conflit. Je décris les choses, décrivez les choses. La boche, la moche et la belle. 2 éléments qui s'opposent comme l'esclave et l'homme libre. Excusez-moi, monsieur, la belle. Et la bête. Excusez-moi, j'aimerais parler. La belle ne porte-t-elle pas cette beauté qui n'est pas donnée comme recevable, mais comme émanant de sa propre capillarité, invisible, indénombrable? C'est ce qui est dit dans le paragraphe. Une crotte de chien. Qu'est-ce qu'une crotte de chien? Ça peut être la métaphore de la mocheté, mais peut-être de la cervelle. Vous voyez la forme de la crotte de chien en spirale, de la cervelle, de la moche intérieure, mocheté intérieure, mais beauté extérieure. Donnée comme un prédicat absolument transcendantal. Merci, monsieur Sigismond. Grand intellectuel que nous avons reconnu. Mais si ce n'était pas des femmes, mais des bouteilles. Des métaphores de 2 bouteilles. Et l'une d'elles se serait fait sabrer. La crotte de chien, c'est le moment du sabrage. C'est le moment où le couteau tape contre le culot. Est-ce que vous saisissez? Tout à fait. Monsieur Adalphonse Renard avait quelque chose à dire là-dessus? Non, mais je suis d'accord avec mon ami car
évidemment, ce texte est empreint de minimalisme, voilà, donc il faut chercher, il faut décoder les métaphores, il faut voilà, se faire plaisir avec ce texte Voilà. qui a des choses à montrer vraiment. À montrer, Alors, à prouver. la moralité dans ce texte, la confrontation de l'autre, on a vraiment une confrontation de l'autre de moi avec l'autre, de la belle avec la moche, mais la moche avec la belle. Mais cela dit, je trouve ce texte profondément amoral. Mes propres propos me blessent, me semble-t-il. Mes propres propos me blessent. Mes propres propos me blessent. Monsieur Parpin, une réaction? Oui, il faudrait peut-être insister sur le bon sens de ce texte. On voit l'efficacité d'une morale qui s'adresse à tous. Une morale qui s'adresse Pas à tous. seulement aux intellectuels, Pas mais seulement aux intellectuels. peuple. Au peuple. Oui, mais alors, mais je sais pas, c'est quand je pense. Schnapp, oui, vas-y. Voilà, alors bon, il y a une petite fille, là, une belle, elle est belle. Elle est belle, ah oui, elle est belle. L'autre, elle est pas belle. On peut même pas dire qu'elle est pas belle. Bon, elle marche Mais elle est marrante, elle est dans la marrante. rue, à la vitrine. Elle n'est pas belle. Monsieur Dufaré, une réaction peut-être? Bon. Moi, c'est le tic qui me dérange. Le tic. Oui, le tic de la belle. Parce que vous savez, le tic, ça a passionné notre ami Deleuze. Parce que c'est des petites bestioles. Et là, on a la présence Merci monsieur de pour la cette bête, eau que vous me tendez. de la bête un peu... vous savez, c'est là où on voit la Je fontaine. vais On voit la fontaine Prendre mon pied par... avec la tic. Avec la tic. Merci, on monsieur, pour voit cette eau. enfin l'intertexte qui rappelle la fontaine. Et là, on voit vraiment que l'auteur s'inscrit dans cette logique. Il s'inscrit dans cette logique. C'est paradoxal. Paradoxal. C'est paradoxal parce que la tique, c'est pour la bête. Bon, attendez, monsieur Sigismond Durand, je suis très heureux que vous soyez là. Ne répétez pas sans arrêt le texte. Voilà. C'est un peu... Oui, excusez-moi, monsieur, je me suis perdu, écart. Voilà. Reprenez, monsieur. Je disais, Je disais... Non, ça suffit maintenant, monsieur. la moche, c'est la bête. Et c'est la tique, c'est pour les bêtes, c'est pas pour les belles. Tout à fait. Alors, nous allons maintenant libérer le second texte. Mais est-ce que c'est la tique ou l'éthique? Alors, La attendez, question attendez, venait à se poser. attendez. Et on La tique- peut voir une écriture J'ai même... Attendez, dans sa d'ailleurs, manière attendez. d'écrire. C'est succinct, Attendez. monsieur, c'est succinct. Non, mais j'aimerais développer la tique, l'éthique, mais aussi les questions d'esthétique surtout. D'esthétique. Oui, d'accord. Évidemment, Ouais. évidemment. N'est-ce pas, monsieur? Esthétique. Oui, bien sûr. Ah, mais là, vous pouvez en parler. Esthétique. Oui, vous êtes planché. D'ailleurs, ce que essaye de dire le texte, c'est que la beauté ne reflète pas l'intelligence. Alors, Une belle écriture ne reflète pas il y a l'intelligence. quelque chose qui me questionne. Pas besoin Je de rien m'interroge. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi une photographie de la librairie Mola alors que l'action se passe à Toulouse? Ça, c'est une question qui... Tout à fait, l'illustration est dans le livre. Pourquoi avoir choisi la librairie Mola alors qu'il nous est dit dans la première phrase, un jour à Toulouse? C'est un Bordelais? Je ne sais pas, monsieur. Mais je pense qu'il y a une prétention à l'universalité ici. C'est la première lecture, mais je pense qu'elle est peut-être un peu rasoir. Mais c'est peut-être Un peu rasoir, effectivement. une divergence entre le lieu de consommation, Ouais, c'est marrant. le lieu de consommation et le lieu de création. Oui. Lieu de création. Toulouse, la ville rose, la ville qui est rose, et C'est la ville cochon, monsieur. la ville cochon rose, et la ville de diffusion qui est la ville de Bordeaux. Ville, Tout à fait. voilà, comme le champagne, qu'on boit Alors, mesdames, messieurs, tout de suite, lecture de la deuxième nouvelle que vous allez révéler à vos yeux, qui s'intitule La mode. Alors, vont lire, j'aimerais qu'il soit là, il est parti, monsieur Dufaré. Monsieur Dufaré. Alors, il y a 3 lecteurs sur cette nouvelle. Le narrateur, je propose que ce soit monsieur Dufaré. Monsieur Adalgo... Alors, il y a plusieurs, pardon, excusez-moi, il y a le narrateur, monsieur Dufaré. Monsieur Adalgonsona va faire le personnage 1. Monsieur Sigismond Durand, vous ferez le personnage 2. Voilà, ça vous va? Bien. C'est parti pour la deuxième nouvelle, mesdames et messieurs, qui s'intitule La mode. Nous commençons notre histoire dans un collège de région parisienne où la mode était très présente. Nous trouvons 2 amis. Un était aimé de tout le monde car il s'habillait à la mode, c'est-à-dire le plus souvent sans ceinture avec le pantalon baissé. L'autre n'était pas trop aimé car il ne s'habillait pas à la mode, mais il était bien comme cela. Il disait à son ami et ses autres amis
que le chambrer souvent. Un jour, vous verrez que j'ai raison, la mode ne mène à rien dans la vie, vous verrez un jour. Celui qui était à la mode se moquait de son ami. Il dit des choses à son ami pour se moquer de lui. Il dit: Parle toujours au moins, je suis aimé de tout le monde. Toi, tu n'es pas à la mode. Un jour, les deux amis quittaient l'école ensemble. Ils passèrent dans une rue où était une maison avec une porte ouverte. Celui qui n'était pas à la mode dit: Je te conseille de passer autre part, moi aussi d'ailleurs. Il y a un chien méchant par ici. Pourquoi je sais courir? Non, je suis le meilleur de la classe en course. Moi, je passe. Toi, tu peux me suivre si tu le souhaites. Non, je te le conseille mon ami, je te jure que cela va te porter défaut, et à tort si le chien te voit. Je m'en fous mon ami, je suis le meilleur de la course. Je suis à la mode. Rien ne peut m'arriver. C'est justement pour ça que je te dis de passer par un autre chemin. Ton pantalon est trop baissé et... Tais-toi, je sais ce que je fais. Non plus, j'ai plus 4 ans. Je passe, et voilà, c'est ma décision. Non mais quoi je me mêle? Et le mec qui était à la mode passa près de la porte de la maison où était le chien méchant, et voilà ce qui va se passer. Chapitre 1. La fuite. L'homme à la mode passa près de la maison et il fut poursuivi par le chien. Mais il ne put courir car son pantalon était trop bas. Il voulait être à la mode, mais cela l'embêtait pour fuir. Il ne parvint pas à fuir et le chien était près de lui. Il aurait dû écouter le mec qui n'était pas à la mode. Le chien blessa l'homme qui était à la mode. Son ami, qui n'était pas à la mode, parvint à fuir. L'homme à la mode alla à l'hôpital. Il aurait dû être moins à la mode. Chapitre 2. La morale. L'homme à la mode avait le pantalon trop baissé et il n'a pas pu fuir. La mode ne sert parfois à rien et vous rapporte des ennuis. La preuve, rien ne sert d'être à la mode dans la vie. Il faut s'habiller selon ses envies. Ah, la paronomase finale, vie en vie, est magnifique. Ah, bouleversement transcendantal, messieurs. Franchement, là, oui, je pense que... Ah, Là, c'est de la transcendance, oui, oui. On est dans une écriture coquillère. On peut dire ça comme ça. coquillère. Oui. Vous expliquer? Parce que Ah, je vois, je vois. on est dans... il y a beaucoup de... Il y a un langage qui est propre à cet auteur, d'après ce que l'on voit ici. Il ne se préoccupe pas de la conjugaison. C'est un choix, hein. C'est un choix... Il y a parfois des mots d'écriture. apocopés, je pense par exemple à la conjonction de coordination et qui est réduite à la simple lettre E Oui, également. il y a vraiment une recherche, parce que... C'est un hispanisme. Bah, il y a un jeu hellénistique quand même, je veux dire, c'est pas... Oui, voilà, non, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le pas monde. donné à tout le Parce qu'il le s'habillait et... accent aigu. Voilà. Bon, Mais ça, c'est une façon de Là, bouleverser voilà, la il langue. bouleverse le langage, mais il La langue le est bouleverse bouleversée. énormément. Énormément Il bouleversé. ne s'arrête pas. Il aurait fallu noter une à une toutes Oui, ces nous petites n'avons pas le coquilles. temps. Oui. Il a été édité. Tout à fait, chez 10 livres, oui. Oui, oui, nous ne présentons que des livres édités, monsieur. Mais quelle catégorie Catégorie classique. Classique. Tout à fait. Très bien. Texte classique, il va rentrer dans le répertoire classique. Ce que nous espérons avec cette émission, d'ailleurs. Nouvelle Pléiade, quoi. je veux dire. Nouvelle Pléiade. Moi, je suis saisi par cette saisissante image Vous avez la voix efféminée, d'ailleurs, De comment la vous mode. êtes saisi. de la mode. Quand je suis saisi, je me fais femme. Vous faites femme. Je me fais femme quand je suis saisi. Mais cette mode, sans ceinture, pantalon baissé. Comment? Non, rien. Ouais, serre-moi un pastiche. Pardon, excusez-moi, faites ça en dehors, mais Snoop et Snob, s'il vous plaît. Merci. Alors, allez-y. Je disais que je me sentais homme quand je lisais ceci. Je me sentais homme parce que le pantalon baissé, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sort sans vie. Et c'est sur ce terme que se finit la nouvelle, envie. Merci, Vie. monsieur, pour cette eau que vous me servez. Enfin, que vous servez aussi, par la même occasion. Alain Dufaré, Oui, vous êtes là. absolument. Vous allez passer bientôt au piano, parce que Alain Dufaré travaille en ce moment sous la direction de Brigitte Farever avec un nouvel album, Micromalisme pianotique. Il va nous montrer tout le micromalisme qui va s'exercer au cours d'un court morceau qu'il a appelé Robe papillon noir.
robe papillon noir, nous écoutons Alain Dufaré. Bravo. Bravo. Très belle performance. Si je peux me permettre, il y a encore, vous travaillez là-dessus, mais il y a encore des notes en trop. Oui, pour l'instant, je veux dénouer encore plus. Voilà, ça vient avec la maturité, mais déjà, oui. je trouve qu'il y a une belle maturité dans ce que vous avez proposé, Alain Dufaré, et j'aimerais qu'on le souligne haut et fort, haut et fort. Merci. Et cette fois-ci, mes propres propos ne me blessent pas. J'en suis fier. Voilà, mes propres propos ne me blessent pas. Oui. Ouais. Mais vos propres propos ne me blessent pas. Je décris les choses. Absolument. Vous êtes un passeur, monsieur. Voilà. Oui. Il me semble-t-il. Me semble-t-il. Il me semble-t-il. Quatrième nouvelle que nous allons entamer ce soir. Alors là, on arrive... troisième, pardon. Merci, monsieur, pour cette indication. Je ressens l'ancien professeur universitaire qui a si souvent officié à corriger au sens fort du terme. Et un truc marrant, c'est que le Gaston là, le parpaing, parce qu'il le connaît, parce que nous, il est marrant, parce que non mais je peux finir, Snop. Non mais c'est que, en fait, parce que le parpaing on le connaît bien, parce que bon, excusez-moi, c'est une digression, hein, mais en même temps voilà, Capou, bon je sais bien, mais faut parler d'autre chose, faut parler de choses. En fait, on peut le dire que c'est toi qui as fait étudier à tes élèves le chevalier Mouille. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. C'est marrant ça, le chevalier Bigan, on le connaît bien parce que René Desmaurice, qui est notre maître, il l'a préfacé. Et du coup, c'est pharaonique, c'est virtuose. Hein, voilà. Bon, merci pour cette digression, mais revenons au texte. Je pense que le texte nous occupe tellement. Ça va être assez noir, cette nouvelle. Le narrateur sera Pascal Parpaing. Le rôle du gardien sera tenu... C'est un petit rôle, hein, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais Monsieur Yves Bergman va le faire. Et l'homme, j'aimerais que ce soit Monsieur Adalphonse Renard qui le fasse. Messieurs, nous allons rentrer dans un univers très noir avec cette nouvelle qui s'intitule « Le condamné à mort ». Préface. Un jour, un homme était condamné à mort par la justice américaine et il fut enfermé dans une prison en attendant son exécution. Il était un homme inquiet et avait beaucoup de rituels. Avant d'être condamné à mort, quand il était jeune, il vérifiait que la porte soit bien fermée. C'était un rituel et il n'arrivait pas à enlever ce rituel. En clair, il avait peur que quelqu'un rentre chez lui. Il était dans sa prison. Le gardien vint lui donner son dernier repas en disant d'un ton moqueur. C'est un dernier repas, prisonnier. Après, tu vas te rendre dans le passager, vers la mort. Bon, eh bien, bonne chance. Le prisonnier mangea son dernier repas avec inquiétude. Il ne pouvait pas s'échapper et il allait bientôt mourir. Il répondit. Tu viendras fleurir ma tombe, hein. Tu me dois bien cela, grâce à moi, tu as eu un emploi. Le gardien repartit. En fait, l'homme s'était évadé et un homme l'avait arrêté et c'était lui. Il avait donc été embauché pour le remercier. Le gardien dit. Oui, je te dois bien ça, mais n'aie pas peur de la mort. Bon, faut que j'aille, désolé. Ben, au revoir. Merci en tout cas pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as bien nourri et je t'en suis reconnaissant. Le gardien partit ensuite et le rituel de l'homme qui devait mourir revenait. Il voulait voir si la porte était bien fermée. Il se dit. Quoi, l'idiote? Je suis bien sûr que la porte est fermée. Quel serait le gardien qui oublierait de la fermer? Et il voulait quand même vérifier que la porte soit fermée. Et il se leva, mais il se demanda encore. Pas la peine que je vérifie, cela n'arrivera jamais et il faut que je m'enlève ce rituel, c'est vraiment embêtant. Il se rendit quand même voir la porte et il devait avoir une surprise. La fuite. Il ouvrit la porte et elle était ouverte. Le gardien avait oublié de la fermer. Il courut et s'enfuit de la prison. Il dit. Heureusement que j'ai mon rituel, sinon je serais mort, exécuté alors qu'il est. Et il partit se cacher dans un pays étranger. Il avait été sauvé par son rituel de vérifier si les portes étaient bien fermées.
Chapitre 2, la morale. L'homme a sauvé sa vie grâce à ses rituels de voir si les portes sont bien fermées, et il a eu de la chance. Il n'y a que des défauts. Il n'y a pas que des défauts à avoir des rituels, comme de vérifier si les portes sont bien fermées. Cela vous évitera peut-être que votre vie vous claque la porte. Cela vous évitera peut-être que votre vie vous claque la porte. Et Adalphonse Renard a eu un rire, on peut le dire, nerveux. Nerveux. Tellement la situation était tragique. Ah oui, c'est ça. Oui, vous savez, tout à fait. Et alors, la porte, la porte. oui. Vous claque la porte, ça veut dire au sens propre, au sens figuré. Voilà. La Claquer porte. la porte. Ouais. Non, c'est bon comme ça. Parce que quand on claque la porte, ça fait on ferme une porte. Voilà, c'est ça. Oui, Il est mais marrant. là, il Ouais, vérifie, il est marrant, il est marrant. Il Il est marrant. Il est marrant, C'est hein. ironique, c'est ironique. Faut claquer des fenêtres aussi. Claquer des fenêtres. Oui, c'est très Windows ça. Oui, moi, je suis C'est la thèse que vous allez maintenant défendre. Claquer des fenêtres. C'est intéressant ça. Jusqu'ici, j'ai suivi avec attention les pas de notre jeune auteur qui peu à peu nous laissait tomber dans une poésie du bien et du mal, une poésie de l'enfer et du bal. Et puis là, j'étais déçu. J'étais déçu. Pardon ? Les fenêtres du texte. Vous avez été déçu, monsieur? Les fenêtres du texte sont Mais la fermées. déception vient-elle en nageant dans ce texte absolument subliminal? Je claque la fenêtre ce texte. Vous claquez la fenêtre? Et pourquoi, monsieur ? Ah, bah c'est bien pourtant, hein. Je trouve qu'il y a trop de personnages. Ah. Trop de personnages. Trop de personnages. Oui. Ce n'est pas assez micromaliste à votre goût. Non. Cela manque d'épuration. Ah, ça me plaît. Ah, N'y développez, voyez monsieur pas là, Dufaré. N'y voyez pas là l'antisémitisme. Je préfère préciser cela. Mais en tout cas, ce que dit ce monsieur me plaît. Il y a trop de personnages. Il faut clarifier. Nous avons ici un logicien qui sait clarifier. Mais quel personnage est en trop, le gardien ou l'homme ? Là est la véritable question. C'est une question que je me pose moi-même. Je pense que c'est le gardien. Le gardien est en trop. Le gardien est en trop. Pourtant, il amène une certaine tension dramatique qui n'est pas à négliger. Parce que, par exemple, je me permets, monsieur Bergman, de vous contredire, de contrecarrer votre pensée. Mes propres propos me blessent, je vous le dis. Mais quand je dis, il me semble-t-il, c'est ton dernier repas, non, prisonnier. Après, tu vas te tendre. Vous entendez? Ton dernier repas prisonnier. Là, ici, il y a un jeu de mots, une métaphore, le repas prisonnier. Comme s'il était prisonnier de sa propre nourriture. Comme si, en mangeant, ce qui est un synonyme de liberté, de joie, se transforme. Mais pourquoi ne lui a-t-il pas proposé à boire? Parce que, il me semble que la boisson est synonyme d'un fluide, alors qu'ici, il y a une volonté de se saccader, de s'enfermer et de se libérer par la porte. Mais Il n'y a pas matière à matière. Allez-y, monsieur. Stravinsky a écrit sur ce jeune homme quelque chose de très intéressant. Alors, il nous livre, il a écrit avant même, voilà, il est très fort. Donc, un tel redoublement de sens, à son tour, est susceptible d'une double interprétation. L'on peut arguer que l'allégorie manifeste une surabondance, qu'elle relève les multiples correspondances, dont chaque objet du réel est entouré, ou les innombrables formes sensibles dans lesquelles chaque entité idéale peut s'incarner. Reprenez juste le début, c'était quoi? Une double? Un tel redoublement de sens. Ah, regarde, redoublement de sens, chapitre 1, la fuite, il ouvrit la porte et elle était ouverte. Redoublement. Voilà. Redoublement de sens. Et je souhaite, j'ouvre sur Racine de Roland Barthes. Enfin, vous l'ouvrez dans votre tête, vous le connaissez par cœur. Vous ouvrez une fenêtre alors qu'on les claque. Ne trichez pas, ne montrons pas à vos éditeurs que vous trichez. Qu'est-ce que mon esprit Même si vous êtes en train de le faire. me porte à Petit penser? sagouin. Le héros, écoutez cela, le héros est enfermé, le confident l'entoure, mais ne Il peut- est mais ne peut enfermé. pénétrer en lui, leur langage s'échange sans cesse, Il est ne enfermé. coïncide jamais. Donc, Ne coïncide jamais. Alors, voilà, oui, écoutez, voilà. messieurs, il y avait vraiment des intertextes puissants. si je peux me permettre, à l'Algonche Renard, vous auriez besoin de vous libérer, vous aussi. Vous êtes enfermé, et jamais délivré. Très intéressant ce que dit Sigismond Durand. C'est un peu trop personnel. On oui, pouvait pas je la veux dire, parler. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait après l'émission, ce genre de remarques. Une attaque. Écoutez, dans le messieurs, bureau. mes parents étaient coiffeurs. L'intimité entre le texte et le lecteur, entre l'auteur et le lecteur, c'est la même intimité qu'il y a entre un coiffeur Oui, et un client. c'est intéressant. Le texte. Et voilà. C'est intéressant ça. Oui, Très bien, oui, très bien, très bien, C'est intéressant. très bien, Oui. très bien. Alors, me semble-t-il, nous allons terminer cette émission, ce diptyque. Vous avez vu toutes ces confrontations que nous avons réalisées, l'autre et moi. L'autre et moi, nous avons fait la belle et la moche, le condamné à mort avec son gardien,
Nous avons fait celui qui était à la mode avec celui qui ne l'était pas. Toutes ces confrontations amorales que nous avons vues. Nous allons terminer l'émission par une nouvelle qui s'appelle Le Code. Je vais, parce que j'en ai vraiment très envie, interpréter la compagne. Le narrateur, je propose que nous le fassions à plusieurs voix. Plusieurs voix. Et l'homme sera fait par Alain Dufaré. Et vous prenez le narrateur à plusieurs voix, on alterne le narrateur. Vous allez voir, transcendons-nous par cette nouvelle. Écoutons la musique du texte qui va sortir. Mesdames et messieurs, dernière nouvelle, Le Code. Préface. Un jour, il existait un homme qui avait eu son code de la route, ainsi que son permis du premier coup. Et il ne révisait jamais les panneaux. Et il disait... À quoi bon réviser? J'ai mon code, c'est plus important, non? Donc je sais les panneaux, pas besoin de les réviser. Sa compagne n'était pas d'accord avec lui, et elle lui disait le contraire. Elle le contredisait en lui rappelant. Un jour, hein, ça te portera malheur de pas réviser ton code. Crois-moi, ça est très important. Mais il se moquait bien de ce que lui disait sa femme. Il n'en faisait qu'à sa tête et lui répondait. Écoute, j'ai eu mon permis et mon code du premier coup, donc cela veut dire que je suis adapté pour la route, pas besoin de réviser. Sa femme ne savait plus quoi faire pour le sommer de réviser son code de la route. Il avait des lacunes, cela se voyait, mais lui ne s'en apercevait pas. Par exemple, une fois, il était passé au rouge. Une autre fois, il avait oublié un stop et un scellé de passage. Il avait roulé à 100 en ville. Enfin bref, un vrai danger public, mais il ne voulait pas réviser son code. Sa femme était en larmes. Elle ne savait plus quoi faire. Elle lui confia. Et si tu révises pas ton code, hein, je te monte plus en voiture avec toi, hein. Crois-moi, hein, je le ferai, hein. L'homme décida alors de lui montrer qu'il savait bien conduire, et il lui proposa de monter une dernière fois avec lui en voiture. Il dit. Écoute, monte en voiture avec moi. À la moindre erreur que tu me dis, je réviserai mon code. Bon, si tu veux, allez en voiture. Mais je fais attention, hein. À toi, hein. Fais gaffe, hein. Je t'aide, hein. Allons-y. Ils montèrent donc dans la voiture et ils partirent ensemble. L'homme était sûr de son coup. Il devait avoir une surprise. Chapitre 1. L'accident. L'homme et sa femme étaient en voiture. Mais l'homme fit une gaffe. Il confondit le panneau sens interdit avec le panneau sens unique. Il se fit arrêter par la police. Il s'était trompé de panneau. Il avait honte. Il devait donc réviser son code. Sa femme était contente. L'homme se prit une amende et il dit... J'aurais dû réviser mon code, putain! Je suis tombé dans le panneau. Vraiment? Quel idiot! L'homme a pris donc son code de la route par cœur. Et il ne voulait plus avoir d'accident et confondre les panneaux. La morale. L'homme a cru qu'il connaissait son code. Mais en fait, non! Il est sûr que cette fois il le connaîtra. Quand vous conduisez, révisez les panneaux autoroutiers. Cela vous évitera de tomber dans le panneau. Ce jeu sur les panneaux, moi, ça me... Vous avez été, je peux dire, déspécialisé là avec ce jeu de panneaux, ce jeu de pancartes. La transsexualité, on pense à Brecht. On pense à Brecht avec tous ces panneaux. La transsexualité, là. On pense surtout à Brecht. L'homme et la femme. Arturo et tout Brecht. L'homme et tout la Brecht femme. est convoqué ici. Arturo. L'homme et Arturo la femme. aussi. L'homme et la femme. Le jeu de texte et de langage n'est pas là pour rien. Et ici, regardez, l'homme et la femme. C'est le panneau qui est Oui. le serpent ici. Ouais. L'homme et la femme. L'homme et la femme. C'est une réécriture biblique à l'envers. Tout à fait. Puisque finalement, Allez-y. puisque finissez. finalement, cette fois c'est l'homme qui faute, ce n'est pas la femme. Tout à fait, monsieur. Nous finissons sur une note positive. Tout à fait. L'autre et moi. L'autre et moi. Première partie du diptyque. Capou nous a émus sur France Culture ce soir. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie du diptyque. L'autre moi.
Encre halogène. Halogène. Encre halogène. Encre halogène. Encre halogène.